Bonjour à tous. On va reprendre et on va poursuivre cette journée dédiée à l'aventure de la digitalisation des entreprises avec le groupe IDEA. Je m'appelle Marion Andro, je dirige une agence de communication qui s'appelle Alphacom et je suis ici en tant que membre de dirigeant responsable de l'Ouest et élue à la Chambre. Je suis heureuse d'animer cet atelier autour de la révolution digitale d'IDEA. Et nos intervenants qui s'installent, ils sont 3. Et cet après-midi, Bruno Delarose, qui s'installe, qui est là. Voilà. Qui est PDG du groupe IDEA, historiquement un groupe logistique basé à Montoire de Bretagne, qui a effectué sa mue ces dernières années, il va vous en parler. Et aujourd'hui, avec une vraie promesse de porter l'innovation au cœur de la supply chain de ses clients, et plus, et de l'industrie du futur. Un sujet qu'il porte depuis des années, avec notamment la 3e révolution industrielle et agricole, lorsqu'il était président de la Chambre de commerce des Pays de la Loire en région. Donc, un sujet qu'il connaît bien. Aujourd'hui, IDEA, et les chiffres ont progressé d'ailleurs depuis, ils ne cessent de progresser, c'est 1200 salariés, 39 sites en France, 110 millions de chiffre d'affaires, donc un très beau groupe. À côté de lui, Vincent Roux qui a rejoint l'aventure IDEA en tant que pilote dirigeant de la start-up 50 Trucks, qui est également filiale d'IDEA. Et puis après, un parcours dans le numérique, puisque vous avez fondé une start-up qui s'appelle Intuiti, une agence digitale, et vous l'avez dirigée. Et puis vous êtes un membre engagé et actif de l'écosystème numérique nantais. Et enfin, Stéphane Gérard, donc vous êtes l'expert de cet atelier. Vous avez un profil d'entrepreneur également, puisque vous avez créé une entreprise qui a été rachetée par le groupe Sigma. Donc vous êtes un entrepreneur qui avait rejoint aussi un groupe. Et aujourd'hui, vous êtes responsable de l'offre supply chain de Sigma Informatique, qui est un groupe d'édition de logiciels, d'infogérance et de conseil digital aux entreprises. Donc le principe de notre atelier, vous commencez à connaître si vous êtes là depuis un petit peu de temps, c'est qu'on va avoir une première séquence d'une 30aine de minutes. Pendant cette séquence, vous pouvez poser vos questions sur evals.fr avec le code DC17. Et puis, on aura un quart d'heure en fin de présentation de réponse à ces questions. Donc, n'hésitez pas à être créatif. Voilà. Et puis, il y aura un petit temps après cet atelier, en temps plus off, pour continuer et poursuivre les échanges. Mais on va démarrer. On va traverser l'Atlantique. Et Bruno, vous allez nous expliquer... Tout a commencé en fait dans la réflexion sur le digital. Tout a commencé par une Learning Expedition à San Francisco il y a 5 ans. Vincent Roux, vous y participiez également. Et là, vous avez un choc. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce voyage et ce qu'il a révélé pour vous ? Oui, effectivement. Alors, on va peut-être commencer par expliquer juste ce que nous sommes. Le pont, c'est pas celui de Saint-Nazaire, vous l'avez remarqué. On a le même à Saint-Nazaire, mais ce qui se passe en dessous, c'est pas tout à fait la même chose, puisque nous, on est logisticiens. On travaille dans le monde maritime. On est une vieille dame née en 1919, donc quasiment 100 ans. Les métiers du portuaire, c'est pas réputé pour une modernité exemplaire. C'est pas vraiment ça. On a démarré une activité logistique industrielle et il y a une vingtaine d'années, quand j'ai repris la direction de l'entreprise, on était 70 à 95% sur le portuaire. On s'est développé la logistique industrielle et on est arrivé petit à petit à concevoir une évolution du groupe qui a fait qu'avec, on va dire, d'autres, ça c'est très important, j'insiste là-dessus, avec d'autres, nous avons commencé à créer plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, le groupe IDEA, c'est une vingtaine d'entreprises, c'est 120 millions de chiffre d'affaires, plutôt 1250 collaborateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé des cols bleus, si je puis dire, terrain, à aujourd'hui 70 ingénieurs, des business développeurs, etc. Donc une culture, en plus bien sûr de nos cols bleus qu'on n'a pas laissé tomber. Donc, dans ce contexte-là, une chose qui était très marquante quand on a commencé à travailler sur la logistique industrielle, c'est qu'on travaille de plus en plus avec des clients qui sont essentiellement des patrons de boîtes industrielles qui vivaient quelque chose de très schizophrène. Ils avaient à justifier auprès de leur board, auprès de leur conseil d'administration, des retours sur investissement de 3 ans maxi. Tu n'auras pas, toi, cette usine de Saint-Nazaire, une production, si jamais sous 3 ans tu ne fais pas le retour, le ROI. Et en même temps, ils se rendaient bien compte qu'il y avait des mutations profondes à gérer dans leur entreprise, bien sûr en termes de machines, d'équipements, mais aussi des collaborateurs. Et cette
cette façon ce problème qui torturait vraiment, qui torture la plupart des dirigeants d'entreprise, nous, on le vivait aussi, et on se disait, mais comment on peut les aider? On entendait ces petits signaux faibles, et comment on peut les aider? Donc, il nous semblait important de se dire, en fait, quelle est la bonne vision? Et quand vous adressez un chauffeur routier, on a aujourd'hui une entreprise de transport, tout à l'heure, Vincent en parlera un peu. Quand vous adressez un chauffeur routier, vous lui dites, qu'est-ce que tu veux pour demain? Il dit, un camion avec plus de chevaux. J'avais un 400 chevaux, il me faut un 450. Bon, c'est le genre de truc, c'est super, mais si en tant que dirigeant, vous restez là-dessus, eh ben, vous avouez la boîte dans un mur. Donc il nous semblait important d'avoir une vision, et c'est là qu'on arrive à ce qui s'est passé à San Francisco. Il y a eu ce qu'on appelle une learning expedition, à laquelle nous étions mélangés d'ailleurs, des start-upers, des jeunes entreprises, et puis des entreprises un peu plus, on va dire, seniors, cette prise de conscience que tout le monde peut être digitalisable, et pas peu, doit être digitalisable, j'insiste bien sur le doigt. Et c'est généralement, il y a deux manières de le faire. Il y en a une qui est très simple, c'est on n'est pas capable dans la boîte de se remettre en question, et dans ce cas-là, on est mort. C'est-à-dire qu'il y a un type qui vient à notre place, c'est Uber, les taxis, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Mais c'est vrai sur tous les secteurs d'activité. Et puis, alors pendant le premier temps, on est dans le déni, on se protège, mais on se casse la gueule après, puisqu'il y a un moment, la vague de fond arrive et puis elle vous emmène. Et puis, la deuxième manière, c'est de se dire, essayons de comprendre. Voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre. D'accord. Alors, je viendrai après. Oui. Vincent, un petit retour aussi sur ce voyage. Vous en avez fait plusieurs après. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une vraie claque culturelle. On n'a pas énormément à envier de ce qu'est la culture américaine. On a une culture française qui est assez excellente aussi sur plein de points, sur plein de domaines. Mais par contre, elle nous met face à nos contradictions et à parfois nos complexités, notre capacité à se noyer dans un verre d'eau, etc. Donc, ça fait toujours énormément de bien. Et puis, ils ont une capacité d'exécution qui est assez folle. Ils se posent beaucoup moins de questions, ils vont très vite. Et ça, je crois qu'on a besoin de s'en inspirer. C'est aussi ce qu'on fait dans le projet qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Vous avez été, en préparant, on a évoqué la vitesse. Steven, voilà, il y a un choc de vitesse aussi dans ce voyage. Oui, la vitesse est quelque chose qui revient systématiquement dans comment je fais pour aller vite parce que les Américains vont vite. Or, il y a toujours une phase quand même dans la digitalisation qui est la réflexion et d'essayer de comprendre. Ce que disait Bruno est très important. C'est que je prends aussi le temps de comprendre mes clients, de comprendre qui est mon marché, sans vouloir aller tous azimuts. Donc, aller vite dans l'exécution, parce qu'il faut tester, il faut échouer pour mieux réussir demain, ça on le dit, mais il ne faut pas avoir peur aussi de prendre du temps. Tous les grands succès qu'on connaît aujourd'hui ont mis beaucoup de temps à émerger. Blablacar, ils ont réussi seulement au bout de 5 ans, et après avoir épuisé 5 modèles économiques différents sur les 6 qu'ils avaient imaginés. Donc vraiment, cette notion de... Parce que ça fait souvent très peur, de dire il faut qu'on aille vite, qu'on aille vite, qu'on aille vite. Certes, on a un atout en Europe, c'est qu'on a une vision du temps long. On sait ce que c'est que de travailler dans la durée, et on sait ce que c'est que d'aller en profondeur. Donc ça, c'est important de garder ça aussi à l'esprit. Ok. Alors, il y avait le besoin de digitalisation pour l'offre client, pour la proposition de valeur client, mais il y a aussi une réflexion qui était menée sur créer de l'énergie aussi en interne, vis-à-vis des équipes. Voilà, c'est... Alors oui, simplement sur la Californie, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un moment, l'aspect découverte. Moi, j'y suis retourné 7 fois, en voyant des contextes différents. C'est-à-dire, donc c'est relativement important, ça veut dire plus une fois par an, en disant, je comprends toujours pas. Donc j'insiste bien sur la durée, c'est pour ça que je voulais marquer un petit temps d'arrêt là-dessus, sur la durée, et Steven l'a bien confirmé, c'est un enjeu important. La première fois, on est découverte milieu start-up. La seconde fois, je l'ai fait avec des politiques institutionnelles. La troisième fois, je l'ai fait avec mon CoStrat. La quatrième fois, avec mon CODIR. La cinquième fois, avec des gens plutôt de très grosses entreprises, très grosses entreprises, des gens du Club des 30. Enfin, la sixième fois plutôt. Et une cinquième fois, plutôt dans un contexte plutôt, on va dire, mixte. Bon. À chaque fois, on s'aperçoit que les questions et les fondamentaux, les drivers de Learning Expedition diffèrent. On ne se pose pas les mêmes questions selon les âges. Et la dernière, on l'a fait en intergénération. C'est-à-dire que c'était que des dirigeants d'entreprise avec leur fils ou leur fille, peu importe, avec une génération d'écart. En gros, les jeunes entre 20 et 40 ans, il y en a quelques-uns à ça, j'en ai vu 2 au moins. Et puis les vieux, on va être poli, vous mettez 30 ans de plus, ou 50 de plus, peu importe, ça fait la même chose. On ne se pose pas les mêmes questions. Moi, j'ai démarré la troisième Learning Expedition, je l'ai fait avec mon fils,
Enfin, j'en ai fait 2 avec chacun un fils différent. La troisième, Learning Expedition, je l'ai fait avec mon fils accidentellement, qui est avec lui dans mon co-strat, parce que, voilà, bref. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les questions qui se posaient, qu'on trouvait vraiment banales, elles étaient juste géniales vues dans son monde à lui. Et nous, on était admiratifs de trucs. Il disait, mais c'est complètement naze, ce truc. Il y a bien mieux, il y a plus efficace. Et quand il a démarré sa boîte, qui s'appelle Back Market aujourd'hui, que certains connaissent, il a démarré 15 jours après. Là, aujourd'hui, en 2 ans et demi, il est passé à 104 millions de chiffre d'affaires annuel, présent sur 6 pays. Et il avait compris un truc, il faut aller vite, vite, vite. Penser peut-être, mais aller vite. Et surtout être capable de pivoter plusieurs fois et s'entourer des bons conseils en permanence. Et moi, je suis assez admiratif de ça parce que j'ai vécu ça en direct et nous, on n'était pas capable d'aller aussi vite. Donc on s'est dit, puisqu'on n'est pas capable de donner une culture, parce que vous ne pouvez pas dire à des gens dans une entreprise, moi je suis une vieille ETI quand même quelque part, plutôt une PME parce qu'on double tous les 5 ans, mais plutôt une ETI quand même. Bon. On ne peut pas dire aux gens, il n'y a qu'une solution. D'abord, si vous dites à un chauffeur routier, je reprends mon exemple, tu sais, si tu n'as vraiment rien compris en parlant des chevaux de ton camion, c'est sympa, mais si pour lui dire qu'il va bientôt au chômage, parce qu'il a vu comme tout le monde qu'il y avait des Google Trucks qui allaient arriver, c'est pas très motivant. Donc il faut qu'on mette, c'est la question de Marion, il faut qu'on mette les gens en perspective. Donc ça nous semblait très important de dire, il n'y a pas un modèle unique. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit à tout le monde, écoutez, voilà, c'est open bar sur la digitalisation. Et on est parti d'un principe tout simple. Tous les gars qui étaient chez nous, tous, ils avaient tous un smartphone, revu et corrigé, quel que soit le niveau hiérarchique, et on leur disait, nous, entreprise, est-ce qu'on va ouvrir Facebook ? Il y a 5-6 ans, on se posait la question. Est-ce que l'entreprise va leur permettre d'accéder à Facebook ? Ça fait bidonner tout le monde aujourd'hui, mais je ne sais pas combien parmi nous se posaient ce type de questions. Le temps de travail, tout ça, ils vont prendre le tien, ils vont regarder l'intérêt. Bon, on s'est posé ces questions-là. Elles ne sont pas si cons que ça, ces questions-là. On se les pose toujours sur d'autres sujets maintenant. Et donc on leur dit, écoutez, puisque vous êtes malin sur votre smartphone, comment vous faites pour avoir une ouverture aussi forte à l'innovation de l'entreprise ? Et c'est là ce qu'on a essayé de construire après, je vous dirai comment tout à l'heure. Donc les associer complètement, et puis on y va aussi en intégrant des profils, là sur le coup purement numérique. Alors, encore une fois, pas monolithique dans la culture. Donc, 4 éléments absolument essentiels dans la révolution digitale qu'on a pu mener. La première, c'est de rendre le chemin des possibles. C'est le plus important. C'est de dire, on va se planter partout, les gars. Mais c'est pas grave. Si on ne dit pas ça, si le dirigeant ne dit pas ça, les gens n'ont pas envie de se planter. C'est clair. Il faut qu'on dise d'abord ça, et on va commencer par soi. Moi, je me souviens quand je suis arrivé avec les premiers iPads à l'époque, ça fait rigoler tout le monde maintenant. Mais à l'époque, quand on était en contact commercial avec des iPads, on était les premiers à les avoir. Bon. Ça nous a donné une valeur ajoutée interne marrante. Tout d'un coup, on s'est dit, mais la sécurité, c'est comment on le gère, etc. Et on s'est posé des questions dans tout le comité de direction, de dire comment fonctionne. Bon. Donc on a créé des GED, on a créé des CRM, bon. Donc tout de suite, hop, les vieux, on s'est mis dans une situation de dire comment on processe, nous, avec des trucs simples. Je parle de l'iPad, pourquoi ? C'est pas que l'iPad est génial, c'est que l'iPad, même si vous êtes un nœud en informatique, vous avez l'impression d'être intelligent. Parce que ça répond vite, c'est simple, etc. Après, deuxième élément qu'on a, c'est qu'on a intégré des digital natives. Donc Alice, qui est directrice de la communication, a été nommée directrice de la communication à 25 ans, 24 ans, 25 ans 24, voilà. Hein, et on a dit, c'est toi qui vas nous aider à faire... C'était pas évident non plus, ça, de faire un truc comme ça. Je prends Alice, mais... Ensuite, on a regardé aussi dans tous nos métiers, qu'est-ce qui allait être hacké par une digitalisation. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va être automatisé ? Quels sont les algorithmes qui vont venir nous rentrer dedans ? Et on les a dit, vous êtes chacun veilleur. Et quand vous transformez un cariste en pilote de drone, parce que c'est ce qui s'est passé du coup, hein, ou en pilote d'un AGV, c'est-à-dire enfin d'un gros, un cobo qui dans les entrepôts va tout seul, eh ben, vous en faites tout d'un coup un smart guy. Le type, avant, il pensait qu'il allait perdre son job, et tout d'un coup, il devient un smart guy, et il va venir témoigner aux autres que, finalement, être moderne, c'est faisable, 2, je me marre, et 3, on est en train de créer une nouvelle culture qui est disruptive par rapport à certains confrères concurrents. Pas très longtemps, mais c'est pas grave, vous en faites des pionniers. Quand dans vos entreprises, vous dites aux pionniers, vous avez raison d'être pionniers, enfin je sais pas, mais chez nous c'est comme ça, généralement ils sont fiers comme tout, et je dis pas ça de façon péjorative, au contraire, je suis très admiratif, et vous les valorisez. Donc on a créé un challenge d'innovation, et au début on avait une 30aine d'innovations par an, l'année dernière c'était 75 ou 80, un truc comme ça, plus que ça, même 95, bon, très bien. Donc, et ça c'est très intéressant, parce que c'est des innovations qui mêlent à la fois de la techno, du digital, et des trucs très basiques. Très basiques. Et donc les gens se disent, c'est en commun que ça se fait.
Le premier prix, ça a été, encore une fois, plutôt des gars du transport qui ont dit comment on optimise, nous, la sécurité de notre fonctionnement interne. Ils ont fait leur propre appli. Et puis, effectivement, le dernier élément, on y arrive, c'est de s'adosser avec des gens qui connaissent. Bon. Et toute cette démarche qu'on a faite sur l'ouverture culturelle du comité de direction, on l'a fait en partenariat avec Vincent. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup travaillé ensemble, mais avec d'autres aussi, parce qu'on avait besoin de garder la robustesse. Et avec Vincent, c'est d'ailleurs, le CODIR est à San Francisco, avec le CODIR d'Intuiti, d'ailleurs, on peut le dire ensemble, on était ensemble, pour essayer de voir comment on interpellait nos deux fonctionnements. Et c'est après qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller investir dans des incubateurs, ce qu'on a fait d'ailleurs avec le Startup Palace et puis aujourd'hui Imagination Machine. On a regardé aussi comment on pouvait travailler sur nos propres fonctionnements financiers. On a décidé de mettre 8 millions sur 5 ans sur des développements soit d'algorithmes, soit de start-up en propre. Donc c'est assez significatif parce que vous savez tous que quand en tant que dirigeant d'entreprise, on vient vous dire « tiens, je vais investir dans un silo », pour reprendre mon métier de base, ou un entrepôt, on dit ouais, on va faire le ROI, ça coûte 10 millions, enfin je vais à l'essentiel, ça fait 10 millions, je fais un retour, etc. Si vous essayez, ça vous le financez sans problème. Les banquiers sont en train d'évoluer, hein, mais ça vous le financez sans problème. Le gars il dit j'ai un nantissement, j'ai une sécurité, etc. Bon. En fait, aujourd'hui, l'immobilier, ça peut être une rigidité, hein, c'est pas forcément qu'un atout. Hein. Bon, parce que quand vous faites sur du nouveau business model, vous pouvez donner aucune sécurité. Vous allez dire tiens, je vais en planter 1 sur 2. Et donc, voilà, la culture doit changer complètement sur ces 4 éléments que j'ai évoqués. Changement de culture chez IDEA, et changement de culture aussi pour vous, Vincent, qui avait intégré IDEA, qui venait d'une agence digitale. Comment ça s'est passé ? Du coup, on a décidé d'unir un peu nos destins. Et il dit, je fais venir quelqu'un qui s'y connaît. Et en fait, quand on arrive dans ce milieu industriel, on n'y connaît strictement rien. Donc du coup, toutes les applications digitales, on les a pas forcément en tête directement. Donc ça prend un petit peu de temps pour savoir comment ça va se faire. Après, sur la genèse du projet, il y a un milieu comme le transport, mais comme probablement un certain nombre de milieux dans lesquels vous pouvez travailler les uns et les autres. On a un milieu qui est profondément corporatiste, extrêmement réglementé. C'est un milieu qui vit de manière assez archaïque. Très peu de digital dans les échanges. Très peu de digital dans les échanges. Et je le dis avec beaucoup de respect, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de... et puis, non, mais en plus, c'est un métier que je commence vraiment à beaucoup aimer, donc à force de le fréquenter. Et puis, c'est un métier qui est aussi profondément intermédiaire. Il y a beaucoup d'intermédiaires aussi. Donc là, on a typiquement tous les ingrédients de ce que peuvent être demain des métiers qui ont toute vocation à être digitalisés, comme on dit. Ou disruptés, ou enfin, on utilise le mot qu'on veut. Donc c'est ça la genèse du projet. Et en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise est capable d'opérer son pivot elle-même de l'intérieur, avec toutes les temporalités que ça suppose sur le marché aussi, ou est-ce que on fait partir une chaloupe du paquebot pour explorer et pour commencer à imaginer d'autres façons de faire avec des cultures un peu différentes, et qu'ensuite, on imagine la façon d'infuser de cette chaloupe à l'intérieur même du paquebot pour que ça fasse pivoter l'ensemble. D'accord. Voilà. Donc ce projet chaloupe, c'est 50 Trucks ? Hors-bord, chaloupe, oui, hors-bord. Oui. C'est 50 Trucks, le premier projet, mais qui en amène d'autres aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, c'est pas le premier projet, hein. C'est un petit projet parmi tant d'autres. Parmi d'autres. C'est un parmi 9 projets. Voilà, avec d'ailleurs cette façon de faire, cette façon-là de faire. Il y a d'autres façons qu'IDEA explore sur la façon d'explorer justement, soit de l'interne, soit de l'externe, soit de la co-création, soit des éléments comme ça. Donc, ce projet-là, en fait, tout simplement, c'est aujourd'hui la mise en relation entre des besoins d'expédition et des capacités de transport se fait de manière extrêmement humaine. Et sans être péjoratif, ça se fait du coup de manière très imparfaite. Et on est dans une démarche de digitalisation qui fait qu'on peut aujourd'hui créer des algorithmies à partir de la technologie et des données qui sont à disposition sur un certain nombre de logiciels de transport pour permettre de rapprocher de manière extrêmement pertinente un besoin d'expédition avec un espace vacant de transport, qu'il soit actuel, c'est-à-dire en ce moment là sur nos routes, ou planifié. Voilà. Donc c'est ça qu'on développe aujourd'hui, c'est cette intelligence-là, et qu'on développe auprès des expéditeurs et des transporteurs. Je précise, c'est extrêmement important. Il y a une autre façon de faire du business que de la faire à la manière d'Uber. On peut faire un développement d'entreprise qui soit respectueux des acteurs en place.
aujourd'hui, disrupter, c'est aussi parfois, c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi parfois détruire de la valeur et essayer d'être concentré sur des notions de prix ou des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire des choses pérennes. Et donc là aussi, nous, on a décidé de travailler avec les acteurs en place et plutôt de les augmenter que de les remplacer. Avec les acteurs internes, avec les acteurs externes, Absolument. avec des startups, avec des partenaires. Et vous avez aujourd'hui construit complètement un pool, en fait, avec lesquels vous avancez sur vos projets. Voilà, on essaie de fédérer un maximum d'acteurs du marché autour de ce projet. Oui. Et ça va permettre de mener la culture. Mais attention, il y a un petit point là qu'évoque Vincent pudiquement, et c'est pour ça que je dis que c'est un hors-bord plutôt qu'une chaloupe, parce qu'on en est au 3e pivot, je crois, en 6 mois. Oui. Bon. Et donc, si vous emmenez des acteurs au départ en disant je vais te raconter une histoire, un beau storytelling, et puis qu'un mois et demi après, vous dites attends, en fait, on pivote parce que le marché ne réagit pas. Donc, au passage, on passe un message important, on prototype. Alors ça, c'est un truc qui, nous, était une vraie culture différentielle. Avant, on disait on veut bien border un truc, on verra après avant d'en parler au client. Je reviens à ce que je disais au propos liminaire. Depuis, on a compris qu'on n'a plus le temps de ça. Là, on n'a plus le temps de ça. Il y a des choses où on a le temps, mais pas ça. Donc, il faut absolument qu'on prototype avec les clients, parce que c'est pas la peine d'aller perdre du temps sur un truc qui n'a pas de sens pour le client. Et moi, je suis frappé du nombre de fois où on pense à la place de nos clients. C'est extraordinaire. On a ce défaut. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, je suis en permanence en train de dire, je suis sûr que ça va intéresser le client. Je le dis pas comme ça, mais quand même. Alors, c'est encore plus vrai quand je suis en action commerciale directe. Quand c'est un client que je suis personnellement, là, je me trompe généralement à 100%, enfin peut-être pas 100, mais à 90%. Pourquoi ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que donc il faut mettre des garde-fous. Donc, première chose, faire en sorte que l'écosystème qui vous accompagne puisse pivoter avec vous. Et ceux qui étaient le partenaire du jour 1 n'est pas forcément celui du jour 2. Un truc qu'on a décidé avec Vincent qui est vachement important, c'est qu'on a dit, bon, en gros, ça va nous coûter, on va dire, phase de départ, la première année, autour de 400 000 €, à peu près. On ne fait pas de société, on va voir. On paye, on vous discutera après de savoir comment on fait une société. Parce qu'on ne sait pas quels sont les bons actionnaires. Vous voyez la révolution de modèle. Moi, je ne sais pas, dans une boîte, d'habitude, je crée la structure juridique, puis je dis on y va. Bon, mais là, on dit non, c'est plus comme ça que ça se passe. On ne sait pas très bien quel sera l'actionnariat définitif du truc. Si on veut que ça marche, ça se trouve, il ne faut pas en faire un système propriétaire. Mais en interne, aller expliquer ça à des gens, écoute, je vais prendre 400 000 €, on va les mettre là, puis ça se trouve, on joue au poker et en face, on ne sait pas ce qui se passe. Donc cette moralité, surtout sur 7-8, c'est pour ça que je disais qu'on a mis quand même pas mal d'argent dessus. Évidemment, il faut qu'il y en ait qui gagnent, sinon ça ne marchera pas. Mais c'est fondamental. Le deuxième sujet, c'est que si vous faites, moi j'ai un petit conseil que je donne, si vous faites un travail avec une start-up, il y en a plusieurs, on a 3 start-up en batterie, enfin différentes, quoi, eh bien, qui ne travaillent pas ensemble d'ailleurs, si vous faites ça, il faut qu'en même temps, en interne, sur les métiers classiques de l'entreprise, même si vous les faites passer en logique de marché, en fonctionnalité marché, il faut que vous puissiez aussi investir sur les nouveaux process. Sinon, les gens disent tout est pour les nouveaux et nous, on n'a rien. Donc, c'est important de faire « et » partout. C'est pour ça qu'on dit les 8 modèles, ils sont en batterie. Parce que sinon, il y a un moment où en interne, on dira il y a les vieux cons, excusez-moi de le dire comme ça, voilà, j'ai rien dit, et puis il y a les jeunes à qui tout est permis, ça ne marche pas non plus. Ça fait une rupture terrible. Et puis, on fait une énorme erreur. Parce que du coup, au lieu d'être poreux entre nous, on est imperméable et on se dit, toi, tu es dans les bons, toi, tu es dans les mauvais. Voilà. Et on ne veut pas cloisonner. Alors, une étape également importante, c'est devenir incubateur et investisseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Non, je disais, oui, il faut aussi faire parler notre expertise. Absolument, on va le faire parler tout de suite. Et du coup, je n'ai pas écouté la question, évidemment. Eh bien, incubateur, au-delà de incubateur et investisseur, ça veut dire prendre des participations, prendre des risques. Comment vous identifiez ceux que vous allez accompagner, quelle valeur ça a par rapport, quel sens ça a par rapport à la révolution IDEA, comment ça marche ? Ouais, alors ça, en deux mots, parce que c'est le plus temps important. tourne. Ouais. Comment Le temps tourne. Le temps tourne, d'accord. Bon, en gros, voilà. non, quelques secrets. Non, juste une chose. Il y a une chose que je vous conseille. Moi, on a longtemps été prisonniers au niveau de l'entreprise. Vous savez, à chaque fois, on dit, mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour les clients. Bien sûr que ça compte, sinon on n'est pas payé. Mais ce qui compte avant tout, c'est de réfléchir à la proposition de valeur qu'on veut faire, ce qu'on appelle les business model canvas. C'est-à-dire, de lieu de dire quel est mon métier, vous dites quelle est la valeur que j'apporte au client. Ça paraît très simple, mais c'est très différent. Si vous dites à un chauffeur routier, je reprends l'exemple
J'ai rien contre les chauffeurs, mais c'est plus simple puisque c'est notre thème aujourd'hui. Si tu es un chauffeur routier, le sujet c'est que tu conduises bien ton camion, vous ne dites pas la même chose que le sujet c'est que tu livres ton client malgré les intempéries, malgré les aléas, en temps et en heure, avec un bien qui est produit dans la qualité. Et que s'il y a un problème, tu préviens ton client. Tout de suite, la notion de géolocalisation lui parle différemment. La notion de service rendu lui parle différemment. Et donc, si vous travaillez sur la fonctionnalité, vous n'avez pas les mêmes... Donc, on travaille sur la fonctionnalité. Quelle fonctionnalité on veut rendre aux clients? Première chose. Et après, on regarde si ça existe sur le marché. Il ne faut pas être maso. Si ça existe sur le marché, on prend un truc qui existe sur le marché. Hein, sinon, ça coûte très cher de développer un truc. Par contre, si c'est un truc discriminant, vraiment par rapport à vos concurrents, et que ça n'existe pas sur le marché, là, toc, on démarre un truc. Voilà, j'ai répondu simplement. On verra après si ça marche. Élément qui peut être également un socle stratégique quand on se transforme, c'est le système d'information. Alors là, je m'adresse à Steven. Exactement. Et en quoi justement c'est stratégique d'avoir le bon système d'information quand on procède à une telle mutation? Alors, oui, comme on est sur le sujet de la digitalisation et que c'est le chemin effectivement porté, une fois qu'on a posé la question de la réflexion stratégique, évidemment que les outils sont importants, ont leur importance. On peut parfois avoir tendance de dire non, mais c'est de la technique, ça concerne que la DSI, ça. Pas tout à fait, parce qu'il faut quand même pouvoir voir comment ce modèle technique et ses choix technologiques nous impactent dans le temps. Donc la réflexion effectivement de Bruno sur dire est-ce que je fais moi-même, est-ce que je fais faire, est-ce que j'achète sur le marché, comment je complémente ma cartographie des systèmes d'information est extrêmement importante. Donc c'est en cela où c'est un sujet, on dit digitalisation, on disait informatique avant, ça reste de la technique, ça reste de l'investissement, il faut quand même aller voir le banquier, donc il faut savoir de quoi on parle et savoir le justifier. Donc ça c'est extrêmement important d'avoir ça quand même en tête. Okay. Puisqu'il nous reste 5 minutes, peut-être en quelques mots, les obstacles, on avait dit de ne pas se laisser aveugler par l'accessoire. Est-ce qu'il y a un risque de dispersion comme ça quand les chantiers sont aussi nombreux, divers? En une phrase. Il faut bosser plus qu'avant. D'accord. Non mais c'est clair, il faut bosser plus. Enfin, il y a un moment, je peux rien dire d'autre que ça. Alors bosser plus, c'est surtout pas tout seul. Parce que quand on dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est vrai dans tout sauf la digitalisation. Enfin, pas que dans tout, mais là vraiment, la digitalisation, si vous n'avez pas les bons relais, vous ne comprenez pas le marché, quoi. Donc il faut vraiment, là je suis plus sérieux, il faut vraiment réfléchir au relais. Donc on a un système de veille, on est perfectible, et puis chacun, à un moment, doit être acteur par rapport à ça. Et donc, effectivement, avant tout, cette démarche collaborative, on est passé au slide suivant et c'est parfait, cette démarche collaborative est essentielle, donc il faut avoir défini la vision, avant, hein, ça c'est clair. Et nous, on fait des business plans tous les 5 ans. C'est pas parce qu'on est nostalgique de l'URSS, c'est parce qu'on s'aperçoit que quand vous dites à quelqu'un l'année prochaine, il vous regarde, en gros, il a un énorme rétroviseur, il n'y a pas de pare-brise. Il dit qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Plus ou moins ça fait ça. Bon. Donc en général, c'est de la gestion budgétaire approximative, itérative. Aucun intérêt. Deuxième sujet, alors que tous les mecs qui révisent leur budget tous les 3 mois, là je comprends pas. Bon. Deuxième sujet, 10 ans. 10 ans pour raconter n'importe quoi. La nouvelle techno, on ne sait pas ce que c'est, etc. 5 ans, je ne dis pas que c'est idéal, mais ça oblige les gens à dire je réfléchis à ce qui peut être demain dans mon modèle, donc ça l'oblige à aller faire de la veille et à regarder ce que je peux faire moi dans mon entreprise qui va être cohérent avec ça et à trouver accessoirement le financement qui va avec. Donc on dit tous les 5 ans c'est pas mal, et là on a fait un budget base zéro. La dernière fois, on a emmené tout le monde donc à San Francisco, on a travaillé avec le CODIR en disant tiens, au fait, quels sont dans nos différents métiers les endroits où on doit avancer. Et en revenant, il y avait au début 16 ou 17 business models, je ne sais plus très bien, on est tombé, je vous disais, à 8 depuis la semaine dernière, oui, on en a encore été un autre. Et donc à ce moment-là, on a des porteurs, des pilotes et des sponsors. Des sponsors, ce n'est pas des sponsors financiers uniquement, mais c'est les pilotes de l'entreprise qui vérifient bien que ça marche. Hein, donc notre ami Vincent, il est surtout en ligne avec Michel Mézard qui s'occupe de la partie transport et puis Benoît Coutenceau. Et puis il y a un moment aussi le pilote, et le pilote il faut un pilote par projet parce que sinon ça marche pas, avec des KPI, enfin avec des indicateurs non pas de résultats au sens classique du terme, mais des indicateurs de performance par rapport à ce qu'on veut faire. Et si dans l'indicateur de performance, moi je prends le cas de 50 Truck, il y a aider par exemple notre monde du transport à devenir plus employable, plus productif, eh ben, c'est un KPI qui ne se traduira pas en espèces et trébuchantes chez 50 Truck. Enfin, et par rapport à la croissance du groupe, on est parti de San Francisco où il y avait une espèce d'inquiétude. Peut-être il y aurait pu avoir le choix du mode défensif, et aujourd'hui il y a une vraie dynamique de croissance, et la digitalisation elle booste cette croissance. Concrètement,
c'est quoi les objectifs? Il y a une volonté de renforcer le chiffre d'affaires, de grossir encore. Comment ça se passe? Quel est le retour? Alors, ça c'est une vraie bonne question, parce que naturellement, nous on double à peu près tous les 5 ans, et c'est plutôt en train de s'accélérer, et on s'est dit stop, il faut qu'on arrête de ça, parce que d'abord on n'y a plus le plaisir de travailler ensemble de la même manière, il y a trop de trucs nouveaux, il faut qu'on accepte, faut qu'on arrête de grossir pour grandir. Bon, je ne suis pas sûr qu'on y arrive fort bien, enfin en tout cas moi je n'y suis pas arrivé. Donc le côté important c'est ça, c'est de se dire à un moment, attends, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est être totalement discriminant par rapport à d'autres. Et quand on me dit aujourd'hui quels sont vos concurrents, je sais pour métier. Mais globalement, est-ce que le groupe a un concurrent particulier? Réponse non. On en a plein. Mais réponse comme ça, non. C'est-à-dire que la capacité à traiter avec des patrons industriels de la gestion prospective de l'usine du futur, parce que c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire la supply chain de l'usine du futur, quand on travaille là-dessus, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, de façon pragmatique et interactive. Donc essentiellement, la réponse qu'on a, c'est quand nos clients, par contre, quand on a créé ça, que nos clients nous disent ça tombe bien, tiens, j'ai un proto à te donner, on y va. Je vais prendre un exemple très précis qu'on a eu avec Airbus. Quand on a travaillé on a investi dans une nouvelle base logistique qui est assez sophistiquée avec des robots, etc. de l'intérieur. Bon, bref, tout ça, je vais à l'essentiel. Au début, ils nous ont dit, d'accord, vous prenez le risque. Comme disent nos amis québécois, tu prends ta chance ou tu prends ton risque. À toi de voir si tu veux prendre ta chance. Bon, on a pris notre chance. Ça a marché. Et du coup, effectivement, on est en train d'installer plusieurs dizaines dans plusieurs usines. Bon. Ça a eu deux effets fondamentalement importants. La première, c'est que d'abord, il y a eu une victoire à célébrer, une victoire de succès. Et deux, le client, alors qu'on est, nous, chez Airbus, on n'est pas rang 1, on est rang 2. Le client nous dit, vous êtes capable de nous donner un input intéressant à cultiver. Il ne dit pas qu'il l'achète. Il dit, c'est intéressant à cultiver. Donc, on rentre en résonance. Donc, du coup, on rentre en résonance en amont et on a plus de signaux faibles intéressants pour capitaliser. Donc, la première position pour la croissance, c'est d'être de plus en plus en amont dans la chaîne décisionnelle. Moi, je dirais que c'est ça. Et puis, définir la vision qu'on veut avoir sur 5 ans, parce que sinon, vous n'êtes pas dans la chaîne décisionnelle. Si les gens ne savent pas, si vous avez, en tant que chef d'entreprise, moi, je me souviens quand j'étais à la Chambre, j'étais frappé, on avait créé un programme qui s'appelait Dynamique. À chaque fois qu'on disait, mais comment veux-tu que je sache ce que je vais être dans 5 ans? Je ne sais même pas ce que j'aurai comme commande dans 3 mois. Ça, quand vous avez un chef d'entreprise qui vous dit ça, d'abord, il faut le soigner, il faut l'aider, parce que c'est-à-dire qu'il est en souffrance, c'est grave, parce qu'un chef d'entreprise doit tirer les autres. Donc, si jamais il est lui-même en fragilité, c'est embêtant. Donc, moi, je dis, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces gens-là, mais il faut les aider. Puis, deuxièmement, il faut l'aider à faire un projet à 5 ans. Pas forcément tout seul. Ben ça, les chambres, d'ailleurs, je fais un peu de pub là-dessus, ont des tas d'outils qui sont là pour nous aider. Pas que les chambres, mais les chambres en particulier, c'est assez performant avec un programme comme Dynamique que certains connaissent. Voilà. Donc, une vision à 5 ans, de la cohérence après dans le déroulé, la capacité à interagir sur les signaux faibles, et après, accepter qu'il y ait un gros pourcentage d'erreurs et d'échecs. Merci. Steven, un petit regard pour clore, et puis on va passer aux questions tout de suite sur les échanges. Oui, en synthèse, même si Morneau l'a parfaitement fait, la première chose, c'est déjà de ne pas avoir peur de prendre le temps de comprendre. Et ça va être un temps qui n'est pas qui va s'arrêter, mais qui va être continu. Ça, c'est une première chose extrêmement importante, c'est que ça rentre dans un processus totalement continu de la vie de l'entreprise et pas simplement une nouvelle étape, un nouveau projet à la mode, mais c'est quelque chose de très constant et qui doit être profond dans l'entreprise et impulsé par le chef d'entreprise, impulsé par le dirigeant. Ça, c'est clair, le rôle du dirigeant, parce que on l'a vu dans les échanges, on parle d'investissement, on parle de stratégie financière, on parle de quel client on veut adresser, on parle de quel nouveau terrain de jeu finalement on veut décider, et on parle de vision à 5 ans, comme on l'a dit. Et puis on parle aussi de ressources et de collaborateurs. Donc c'est bien du ressort, c'est bien une décision et un élan qui part d'abord du dirigeant, d'autant plus qu'on est PME et ETI. Donc ça, c'était absolument essentiel de bien le comprendre. Et de ne pas, dernier message, de ne pas forcément sur la dispersion, parce que tout à l'heure on en a parlé, au-delà de travailler plus, il faut faire des choix. Et il faut faire des choix tout le temps, en permanence. Il ne faut pas avoir peur de décider, de ne pas avoir peur de dire est-ce que c'est la bonne décision. Il n'y a rien de pire pour une entreprise qui se pose la question de la digitalisation de ne pas décider. C'est le danger le plus grand de chef d'entreprise.
Parfois, les décisions, elles sont un peu risquées, on les mesure, et parfois, elles sont, effectivement, il y a de l'incertitude. Donc ça, c'est clair. Mais le statu quo, ne pas décider et ne pas s'éclairer, c'est quelque chose qui peut être fatal parfois. Donc il faut surtout essayer, il faut surtout le faire avec enthousiasme pour emmener les équipes vers une nouvelle vision et un nouvel horizon qui est formidable pour un certain nombre, donc il n'y a pas de raison pour chacun de son entreprise. J'ajoute juste un truc pour compléter sur le temps de comprendre. La compréhension peut se faire dans l'action. C'est que faire des études pour se complexer à ne pas y aller parce qu'on découvre des choses qu'on n'a pas envie de découvrir, etc. Et on peut en fait trouver toutes les informations qui nous empêchent de faire les choses. Donc c'est bien en se mettant en mouvement, en action et des choses concrètes que aussi on peut étudier et prendre le temps de comprendre. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas si on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. C'est que de toute façon, si on n'a pas fait, si on n'a pas échoué, on ne comprend pas. Donc ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Donc on en revient assez régulièrement à la notion d'échec, mais c'est absolument essentiel dans cette démarche de digitalisation. Merci, c'est très clair. On va passer aux questions. Merci. Bon, déjà, merci d'avoir joué avec Eval et d'avoir posé vos questions. Je sais que cet exercice est un peu frustrant parce que vous avez tous des questions qui vous brûlent les lèvres et vous préféreriez les poser en vrai. Rassurez-vous, pour répondre à cette frustration, on vous invitera ensuite à nous suivre, ceux qui veulent, 30 places VIP privilégiées, dans une petite salle là-bas pour échanger, sans caméra, pour vraiment se dire les choses entre nous. Alors, j'ai pas participé à toute parce que c'est un peu un remplacement au pied levé. Néanmoins, parmi les questions, du coup, il y en a une que j'aimerais pouvoir vous poser, c'est être incubateur et investisseur, c'est pas un peu outsourcer sa R&D? Et si oui, quelle est la répercussion sur les services internes, s'il y en avait? Non, mais c'est toujours un peu la même. En tant que, je vais essayer d'être le plus concret possible. Quand vous avez à un moment à investir dans un domaine où vous pensez que vous créez un discriminant client et que vous avez encore une fois une réponse sur le marché, là il faut interagir de façon à faire monter. Et là vous avez besoin d'avoir chez vous des gens qui sont capables de faire monter en puissance la relation avec le prestataire extérieur ou les prestataires extérieurs. Donc il faut absolument la garder. En revanche, si vous dites à quelqu'un, moi je suis pas un pro du codage, hein, mais alors quand on rentre dans les gens qui savent coder, donc cette minorité qui est en train de gouverner le monde, 16 millions de codeurs sur la planète, 16 millions, c'est la première fois dans l'humanité qu'il y a aussi peu de gens qui détiennent le contrôle du monde. Donc première chose, au passage, petit message, première chose à faire, il est temps que tous nos enfants apprennent cette troisième langue vivante qu'est le codage. Donc si vous avez un gamin qui ne sait plus ce qu'il fait, qui est perdu, etc., bonne nouvelle, qu'il aille au wagon, qu'il aille à je ne sais pas où, mais qu'il apprenne à coder. Je dis le wagon parce que ça fait rigoler Noah. Mais il y a ce qu'il faut, y compris à Nantes-Saint-Nazaire. Donc première chose. Donc là, ce qui me semble important, c'est que nous, on a besoin d'avoir des gens qui savent paramétrer chez nous pour interagir. Okay, et puis après, il y a des pros qui, eux, à l'extérieur, le font. Moi, quelqu'un qui dit « je vais maîtriser toute ma R&D, je suis très fier, je le fais tout seul », je lui dis « bon courage et adieu ». C'est devenu trop compliqué, le monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est, dans les cœurs de métier, ce qu'on garde, ce qui donne de la valeur en outsourçant, et puis évidemment, comment on fait la traduction, l'interface entre les deux. Mais c'est tout, parce que sinon, on n'y arrive pas. Ok, merci pour ça. On a peut-être le temps d'une petite deuxième. Oui. Alors, le système 50 Truck dont vous avez parlé, il est réservé aux transporteurs ou est-ce qu'on peut aussi y faire appel quand on a sa capacité de transport en interne? Eh ben, ça marche pour tout. En fait, à partir du moment où on a besoin de déposer un lot et qu'on cherche une capacité de transport, ça marche pour n'importe quel type de cible. Donc j'invite la personne qui a posé la question à se rapprocher de Vincent. Apparemment, vous avez des choses à faire ensemble. Je précise qu'on ne prend que des lots sur palette. D'accord. Donc si vous avez un canapé à envoyer, pour l'instant, on sera un petit peu dans la panade. Et puis, dernière question peut-être. Quelle est votre réflexion sur les camions sans chauffeur? Quelque chose que vous étudiez, que vous n'étudiez pas? Bien sûr, c'est imminent. Non, je suis sérieux. Là, il y a un truc qu'il faut qu'on a vraiment. Là, vraiment, c'est un message, mais nos politiques le savent, à commencer par le président de la République.
Vous savez pourquoi on va avoir des camions sans chauffeur? D'abord, les avions sont depuis longtemps sans pilote au moment des phases d'atterrissage, et simplement pour éviter qu'on les Vous voulez crache. dire qu'ils sont là que pour les grèves? Non, je Non, ne dis pas ça. Je dis simplement que ça fait longtemps que l'automatisation. Vous savez que les accidents mortels, non, c'est sérieux là, tous les accidents mortels de moyens de transport en commun, enfin pas tous, mais la grande majorité viennent d'erreurs humaines. Donc au nom de la sécurité, on ira vers l'automatisation. Une voiture, une Google Car, elle picole pas, bon bref, elle n'est pas fatiguée, etc. Bon. Donc fondamentalement, on ira vers ça. Alors si c'est vrai sur une voiture, pensez bien qu'un camion qui fait 40 tonnes, qui peut travailler nuit et jour en étant sans problème de sécurité, c'est imminent. Alors imminent, je ne sais pas, parce qu'il y aura une résistance à la Uber, mais quand je dis imminent, les camions tournent déjà. Les camions tournent déjà. Bon. Donc oui, c'est sous 5-10 ans. D'où l'importance de réfléchir à ce qu'on fait de nos chauffeurs, parce qu'on ne tient pas s'ils sont au chômage. Donc on leur dit, ne dites pas que ça ne se fera jamais. C'est le déni que j'évoquais, vous n'étiez pas là, mais au premier truc, c'est le déni. Le nombre de gens qui disent jamais ça se fera, ça, quand vous avez un gars qui chez vous dit jamais ça se dira, tout de suite allez chercher quelqu'un qui dit au contraire, c'est sûr que ça se laisse faire. Pour essayer de comprendre s'il a raison ou pas, parce que ça c'est grave sinon. C'est juste pour compléter, effectivement, des innovations, des idées, il y en a dans plein de domaines, il y en a partout. Ça peut démarrer par un voyage. Ça démarre aussi par un premier voyage qui est la curiosité. Toute innovation qui sort, toute idée, tout brevet déposé par quelle que soit l'entreprise, que ce soit un Amazon ou que ce soit quelqu'un dans son garage, doit avoir, ou doit en tout cas provoquer une attention et une interrogation. Ça fait partie de la manière de comprendre. Ça fait partie de ce chemin-là et qui effectivement se fait aussi dans l'action, se fait tous les jours. Donc, quelle que soit l'innovation, ça là, en est une dans le transport, effectivement. Et elle va arriver, je suis tout à fait d'accord. Les drones, c'est pareil. C'était il y a 2 ans, il y a des gens qui disaient que c'était ridicule de faire de la livraison par drone. Ça va arriver, c'est indéniable. Donc, ça doit porter attention, en fait. Et pour ne pas avoir ce déni-là et démarrer le voyage. Oui, il y a juste une chose... Pardon, je m'aperçois que j'ai oublié de dire un truc qui pour moi était essentiel. Vous connaissez tous le syndrome de ce qui s'est passé avec 2 gros groupes que sont Nokia et Kodak. Dans les 2 cas, c'est eux qui avaient inventé en interne, l'un le smartphone, l'autre l'appareil numérique, enfin, dans l'autre sens. Et dans les 2 cas, les barons en place ont dit non, vis-à-vis de notre business model, c'est pas une bonne idée. Donc ils ont tué le truc et c'est d'autres qui l'ont fait. Et les 2 boîtes sont mortes. Enfin, l'une est complètement morte et l'autre est un rachat. Par contre, il y a une boîte qui est très intéressante qui est Nintendo. Alors ça, je le dis parce que Nintendo, c'est très intéressant, parce que Nintendo a fait un travail de fond, et on se dit pourquoi ils sortent toujours des consoles qui sont parmi les meilleures en vente, c'est pas toujours les seuls, mais enfin, parce qu'ils ont travaillé sur ce qu'était leur raison d'être. Et ils ont accepté que la raison d'être ne soit pas gagner du fric. Ils ont dit leur raison d'être de Nintendo, vous savez quel était le premier métier de Nintendo? Éditeur de cartes à jouer. Premier fabricant de cartes à jouer en Orient. Et ils ont dit, notre raison d'être à nous, c'est d'aider les gens à jouer. Alors après, ils ont réfléchi à jouer tout seul, à jouer en collectif, à jouer interactif, à jouer. Et ce qui fait que quand ils conçoivent leurs produits, ils disent, notre raison d'être, c'est bien d'aider les gens à jouer, à s'amuser. C'est très important. Parce que sinon, on peut avoir des barons en interne qui vous bloquent sur un business model qui n'est pas le bon. Moi, ma carte à jouer numéro 1, ma raison d'être, c'est pas de faire du transport. Ma raison d'être, c'est que le client de la supply chain de l'industrie du futur se sente en sécurité avec moi et me donne de quoi gagner mieux ma vie en faisant plus gagner la sienne. C'est hyper simple. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui nous permet ça, on regarde ça de près. Et à chaque fois que c'est non, on ne regarde pas ça de près. Voilà. On s'en détache. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous propose peut-être quelques applaudissements, effectivement.